bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui sont connectés, prière de partager le lien. Prière de partager le lien depuis notre page Facebook. Partager sur WhatsApp, partager sur Telegram, partager. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. D'entrée de jeu, permettez-moi au nom d'Appel à Agir de vous présenter nos excuses pour le live manqué de vendredi dernier. Comme vous le savez, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu nous retrouver comme convenu. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là ce soir et l'invité de la semaine dernière nous a fait l'honneur de revenir, d'accepter une nouvelle fois notre invitation. Notre invité n'est plus à présenter, vous le connaissez, il est présent dans le milieu ecclésiastique au Gabon, il est présent sur les réseaux sociaux, il a toujours pris la parole pour des questions qui préoccupent toute la communauté. C'est le prophète Béni Ngouambina que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. Pour le compte d'Appel à Agir, c'est les mêmes que vous connaissez, c'est Marc Kona Essangui, c'est Jean-Gaspard Tuntoumaï, c'est Edgar Ovonondan, c'est Franck Ndjimbi, c'est l'honorable docteur, comme j'aime l'appeler, Mino. Donc, ce soir, la thématique que nous allons aborder avec vous, c'est la colère de l'Église. Où est Ali Bongo? La colère de l'Église, où est Ali Bongo? C'est notre thème de ce soir. Alors, comme vous le savez, Appel à Agir a une raison. C'est la vacance au pouvoir. C'est l'absence criarde d'Ali Bongo depuis que malheureusement il a eu son accident vasculaire cérébral à Riyad. Depuis ce malheureux événement, la tendance est à l'absence d'Ali Bongo. Or, les questions d'absence au sommet de l'État sont régies par la Constitution de la République. Donc, nous, Appel à Agir, notre seule préoccupation, c'est le respect de la Constitution. Et avant le coronavirus, nous sillonnions les quartiers, les arrondissements, pour interpeller, pour éveiller la conscience de tous les Gabonais sur la nécessité de demander qui dirige le Gabon. Parce qu'il faut qu'on sache qui engage le Gabon, qui parle en notre nom et pour notre compte. Parce qu'au moment de la reddition des comptes, il faudra bien qu'on sache que c'était X ou Y qui avait engagé le Gabon. Et si on doit engager la responsabilité de ces personnes, il faut qu'on sache et qu'on leur demande en quelle qualité ces personnes engageaient le Gabon. Donc, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui nous confortent dans l'idée selon laquelle Ali Bongo n'est plus présent. Nous sommes partis de démonstration en démonstration et la démonstration de ce soir que nous avons traduite dans une interrogation, c'est où est Ali Bongo? L'Église en colère, l'Église grogne. Il y a quelques vendredis en arrière, nous faisions remarquer à l'opinion que les portes de la présidence n'ont jamais été fermées à l'Église. On a vu plusieurs fois l'Église qui allait rencontrer Ali Bongo. Pourquoi alors qu'on est tous en urgence? Pourquoi dans le cadre des mesures liberticides, restrictives de liberté qui ont été prises et pour lesquelles l'Église est l'une des victimes, Ali Bongo serait soudainement silencieux? Pourquoi les portes de la présidence de la République soudainement sont fermées à l'Église? Donc, ce sont toutes ces questions que nous aborderons aujourd'hui avec les membres d'Appel à Agir, mais surtout avec notre invité qui est un homme de Dieu, un homme d'église, qui nous dira, peut-être que nous ne le savons pas, si l'Église a initié une démarche visant à rencontrer Ali Bongo. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi l'ont-ils pas fait? S'ils ont fait,
qu'est-ce que l'Église a eu comme réponse? Donc, ce sont toutes ces questions que nous allons aborder ce soir. Je vois que les Gabonais sont de plus en plus se connectent. Merci de vous connecter et merci de partager notre lien. Merci d'inviter d'autres Gabonais à venir nous écouter. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc Ona qui fera le propos introductif. Après quoi, je passerai la parole à notre invité. Et après cela, nous ferons comme d'habitude. Je vais prendre vos questions, vos réactions et nous allons en discuter. Marc, tu as la parole. Merci Elsa de me passer la parole. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à mon frère et le pasteur Béni pour avoir accepté notre invitation. Le thème de ce soir est un thème très important. Vous savez, on le savait tempétueux, on le savait irrationnel et injuste. Le coronavirus lui a donné l'opportunité d'étaler tout le mal et la sottise dont il sait faire montre face aux souffrances diverses de ces régimes, que ces régimes fait souffrir au peuple gabonais, aux pressions socio-économiques, aux injustices et au piétinement de nos valeurs morales et ancestrales. Nous n'avons plus d'autres alternatives que de désobéir et appeler à la désobéissance. Parce que nul ne doit obéir à une loi injuste, ni se soumettre à un pouvoir illégitime. Vous savez que depuis le 12 mars 2020, suite à l'apparition d'un premier cas de coronavirus dans notre pays, le gouvernement a pris des mesures supposées endiguer la propagation du virus. Devant ces mesures d'une violence inouïe et aux effets pervers socio et économiques multiples, le peuple gabonais a consenti aux efforts nécessaires. À la crise institutionnelle pour laquelle nous cherchons une solution depuis au moins le 28 février 2019, s'est ajoutée une crise sociale et économique. Depuis plus de 7 mois, sans aucune base médicale objective, et malgré que les indicateurs sanitaires soient passés au vert, un état d'urgence sanitaire pèse sur le quotidien des Gabonais, restreignant de façon drastique les libertés individuelles, en violation de nos droits constitutionnels et au détriment de notre vivre ensemble. Nous subissons la privation de liberté de culte, la privation de la liberté de circuler, l'interdiction de commercer avec notamment la fermeture des bars, boîtes de nuit et d'autres services définis par le gouvernement comme non essentiels. Chemin faisant, alors que le risque sanitaire s'est objectivement éloigné du Gabon, le pouvoir continue à jouer au zigzag, durcissant des interdictions ici, allégeant des mesures là, créant une cacophonie qui porte le nom de l'injustice. C'est contre cette injustice et cette cacophonie que les églises en général et le clergé catholique en particulier s'insurgent à raison. Comment, en effet, expliquer que les marchés soient ouverts et que les lieux de culte soient fermés? Comment justifier que les paiements dans nombre de commerces se font en numéraire, et j'aimerais citer les pharmacies, j'aimerais citer surtout les lieux où se déroulent les tests. J'ai personnellement fait une poste pour poser la question si au niveau de Gaouma, le laboratoire Gaouma, les paiements se font par la monnaie électronique. Et qu'on oblige les chrétiens à donner la quête par Airtel Money. Qu'est-ce qui justifie que certaines écoles privées soient ouvertes et que les écoles publiques soient fermées? Pourquoi les universités sont-elles ouvertes alors que les lieux de culte sont maintenus fermés jusqu'aujourd'hui? Pourquoi exiger les tests Covid de surcroît facturés à 5 000 alors que nous venons d'assister à la remise d'un don, des milliers et des milliers de tests, un don, et que le gouvernement arrive à nous faire payer ces tests 5 000 francs pour les tests simples et 20 000 francs pour les tests d'IVIP. Aux prières dans les maisons de culte,
alors que la circulation dans tous les lieux, jusqu'aux administrations publiques, se fait exclusivement dans le respect des mesures barrières telles que le port du masque. Pourquoi les membres du Parlement et les militants du PDG et leurs satellites ont le droit de se regrouper à plus de 30 sans présenter aucun test négatif au Covid-19 et que les autres citoyens en sont interdits? Les mesures récemment édictées par le gouvernement ont consacré les inégalités sociales et économiques qu'on ne peut tolérer dans un pays où les populations sont historiquement pacifiques et plutôt respectueuses de l'ordre républicain. Mais si ces populations se sont souvent accommodées le temps d'injustice, elles ne peuvent les ingérer tout le temps. C'est pourquoi, en toute objectivité et dans le respect des mesures barrières, le port du masque, lavage des mains, il convient d'ignorer la panoplie d'autres mesures dont l'objectivité poursuivie est moins la lutte contre la COVID-19 qu'un musulman des populations. Et moi, j'ajouterais que nous assistons aujourd'hui à une sorte de corona business. Ce qui nous menace aujourd'hui, ce n'est pas tant le coronavirus, ce qui menace les Gabonais, c'est le corona business. Nous observons de nouveau, comme après le coup d'État manqué du 7 janvier 2019, perpétré par les jeunes soldats de la garde républicaine, qu'Ali Bongo est silencieux. Depuis le 28 février 2019, nous demandons que soit proclamée la vacance du pouvoir. Nous avons saisi les institutions judiciaires et constitutionnelles à cet effet. Si la justice est mêlée, la langue, le droit, elle n'a pas permis de connaître de l'affaire. À ce jour, malgré quelques apparitions de celui-ci qu'on présente comme chef de l'État, nous restons convaincus qu'Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger le Gabon. Nous le disons et nous persistons. La preuve, s'il en faut, c'est fréquent silence lors des moments clés de la vie nationale. Faut-il une préparation particulière des exercices fréquents pour qu'Ali Bongo prenne instamment la parole? Présider un État, ce n'est pas faire la comédie. Au théâtre et au cinéma, on joue un jeu et on répète les gestes, les paroles. À la direction du pays, on parle et on exécute sa propre pensée. Les apparitions publiques d'Ali Bongo ressemblent fort malheureusement au théâtre et au cinéma et à de la fabrication. Il n'est plus un secret pour personne qu'Ali Bongo a perdu les capacités de ses fonctions à cause de sa maladie. Ainsi, pour lutter contre le coronavirus, l'état d'urgence que seul doit déclarer le président de la République a été transféré au gouvernement. De même, et plus avant, la réactivation avec un contenu nouveau de la fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles a échoué au fils d'Ali Bongo pour tenter de contenir les conséquences de l'incapacité d'Ali Bongo. Et lorsque nous posons la question, qui dirige le Gabon? La réponse est toute donnée, avec des mécanismes institutionnels qui, hélas, ne parviennent pas à dissimuler l'incapacité d'Ali Bongo. Dans cette situation, face à des lois injustes, la désobéissance est la seule réponse. L'Église catholique n'est pas la première à défier l'autorité des décisions iniques qui s'abattent sur la société. À Libreville, qui ignore que les bars sont ouverts? Qui ignore que toutes les semaines, le mess des armées sert de cadre au dîner de noces? Qui ignore que les policiers dans les commissariats ne portent pas les masques? Qui ignore que le commandant en chef de la garde républicaine a fêté ostensiblement avec ses troupes, défiant les mesures barrières prises par le gouvernement? Et que dire des universités ouvertes sans protocole pour lutter contre le coronavirus? Il y a longtemps que la société, par une sourde révolte, a cessé de respecter l'autorité publique, celle-ci s'étant elle-même fait harakiri. L'autorité publique est elle-même tombée dans ses propres turpitudes. Loin de servir la protection sanitaire des citoyens, les restrictions gouvernementales n'ont qu'un but et un seul: interdire l'inévitable débat sur la capacité d'Ali Bongo à exercer les charges de la fonction de président de la République. Le peuple gabonais doit exiger toute la lumière sur la situation exacte d'Ali Bongo. Le Gabon et son peuple méritent le respect et la considération.
Si le pays a un chef qui parle en son nom, le peuple veut le rencontrer. Si le peuple ne peut rencontrer ce chef, cela signifie qu'il n'existe pas. Et ce sont donc les imposteurs qui agissent en lieu et place du chef de l'État, orchestrant ainsi un coup d'État institutionnel au vu et au su de tout le monde. Les Gabonais ne sont pas dupes. Ils voient tout ce manège. C'est pourquoi, fidèles à notre esprit républicain, nous invitons de nouveau ceux qui dirigent encore des institutions publiques à déclarer la vacance de pouvoir, qui est déjà une réalité factuelle. Dans cette lancée, nous appelons le peuple gabonais à la plus grande fermeté pour faire barrage à toutes ces manigances qui ruinent la survivance de l'État républicain, qui mettent en danger l'unité nationale et enterrent les moindres espoirs d'une prospérité économique de notre pays. Parce que la démarche actuelle des églises est conforme à cet appel à agir que nous avons lancé ce 28 février 2019, nous disons aux chrétiens de notre pays, pour le Gabon, agissons. Parce que les chrétiens du Gabon ont décidé de ne plus vivre une citoyenneté de haut rabais. Nous invitons tous les Gabonais et toutes les Gabonaises à se tenir à leur côté pour faire échec à l'imposture. Voilà, Elsa, pour introduire notre débat de ce soir, le mot introductif que j'avais à vous présenter. Merci. Merci. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, le prophète béni. Merci. Merci à toi, Marc. Les décisions impopulaires du gouvernement menacent l'ordre social. Et je retiens, entre autres, de ton propos introductif, que si le peuple gabonais, si la République a un chef, le peuple veut le rencontrer. Pourquoi se cache-t-il? Et il y a des réactions déjà de certains internautes. Je vais passer la parole à notre invité ce soir. Après son mot de début, je prendrai les réactions de ceux qui sont connectés et qui commencent déjà à envoyer leurs avis sur la question. Prophète, vous avez la parole. Merci, bonsoir encore et merci pour cette invitation. Et c'est en ma qualité d'homme de Dieu que j'ai accepté de parler et utiliser cette tribune, n'est-ce pas, qui m'est offerte aussi pour, n'est-ce pas, continuer à proclamer, disons, la liberté d'aller au culte. Parce que, voyez-vous, depuis bientôt 8 mois, les activités culturelles sont aux arrêts dans nos églises et le clergé et les chrétiens en souffrent. Nous souffrons de ne pas aller au lieu de culte. C'est pour cela que nous disons haut et fort et toujours que nous voulons aller au culte. Et surtout attirer l'attention du gouvernement sur le fait que nous, en tant qu'hommes de Dieu, hein, hommes d'église, nous avons simplement remarqué que nous étions déjà allés au-delà de la prévention ou la riposte contre le coronavirus. Nous sommes déjà allés au-delà de cela, au point où les disparités ressortent de manière claire que c'est contre l'Église maintenant qu'on œuvre. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, nous avons des enfants qui sont à l'université. Je vous prendrai le cas d'un amphithéâtre de droit, de première année de droit, où ils sont à plus de 2000. Première année de sciences économiques, où ils sont à plus de 2000 en classe, mais sans mesures barrières, sans précaution. Alors que, je vais vous le dire ce soir, il n'y a pas un autre endroit au Gabon où on peut respecter les mesures barrières à la lettre, comme à l'église. Il n'y a que l'église. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont les garants de la morale, ils sont écoutés, ils sont respectés. Et lorsqu'ils parlent, les fidèles suivent. Donc, il n'y a qu'à l'église où les mesures barrières peuvent être respectées de manière scrupuleuse.
Mais malheureusement, on fait la différence. On demande aux églises aujourd'hui de n'avoir que 30 personnes, alors que dans les amphis, il y a 2000 personnes qui sont entassées dans une salle de classe. Il n'y a pas d'ouverture, à peine la ventilation. Donc, nous avons demandé au gouvernement, n'est-ce pas, et c'est d'ailleurs ce qui a été retenu au cours d'une commission tripartite, c'est-à-dire COPIL, gouvernement et leaders religieux. Ce protocole avait été arrêté que l'espace devait être occupé, n'est-ce pas, par les fidèles, mais sans tenir compte du nombre, mais en tenant compte de l'espace. Ça veut dire que si vous avez la capacité d'accueillir 30 personnes dans votre espace, vous l'accueillez bien. Si vous avez la capacité d'avoir 100 personnes, mais en respectant les mesures barrières, tant mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Vous voyez une grande salle qui a à peine, qui peut atteindre 800 mètres carrés, dire à 30 personnes d'y être, c'est vraiment ridicule. Et le gouvernement nous a amenés à ce point-là où aujourd'hui, nous comprenons clairement qu'on est contre l'Église. Et maintenant, quant à la relation gouvernement et leaders religieux, on a travaillé dans une commission et aujourd'hui, notre appel va à l'endroit du président, c'est-à-dire que c'est lui aujourd'hui qui peut amorcer, qui peut dénouer la situation. Parce que le gouvernement est limité. Parce que vous voyez, il y a une sorte de bicéphalisme, mais qui joue pas, qui ne converge pas. Un parallélisme qui ne converge pas au bout. C'est-à-dire, un gouvernement d'une part qui fait ce qu'il veut et qui, on ne sait pas s'il rend compte, et de l'autre côté, des personnes qui utilisent leur zèle et on ne sait pas si ces décisions-là sont les décisions qui sont attribuées au gouvernement, sont l'émanation juste du zèle de certains membres ou de la logique qui veut que le corona soit combattu par tous et par les mesures qui ont été arrêtées. Voyez-vous, et dans le cadre de la commission tripartite, plusieurs mesures ont été adoptées de commun accord, mais à la dernière minute, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont contre l'Église. En fait, il y a une conspiration contre l'Église qui est là et qu'on voit clairement qu'on n'a plus besoin de citer les marchés, tout le monde voit. On voit bien les universités, les amphis. On voit bientôt la rentrée scolaire où on autorise à chaque salle de classe d'accueillir 60 élèves. Et voyez-vous bien la superficie d'une salle de classe par rapport à une église à laquelle on demande de prendre 30 élèves. Donc, vous voyez que les mêmes élèves qui sont à 60 dans une salle de classe ne peuvent pas aller ensemble à l'église. Et là, je parle des confessions religieuses. Parce que vous avez les confessions religieuses qui sont pas seulement propriétaires ou détenteurs des temples, mais que également des établissements scolaires, qui sont parfois même dans la même concession. Ça veut dire qu'un élève peut sortir de la salle de classe pour aller à la messe ou au culte dans la chapelle qui est dans la même concession. Mais ils ne peuvent pas aller ensemble en sortant de la même salle de classe. Ils ne peuvent pas aller à la même église parce qu'en ce moment-là, il faut changer. Il faut soit faire les tests de COVID pour entrer dans l'église alors qu'on est ensemble en classe sans test. Vous voyez, il faut qu'on soit à 30 alors qu'on est ensemble en classe à 60. Vous voyez, ce sont ce genre de choses. C'est une sorte de confusion qui ressort. C'est toute une confusion, n'est-ce pas, au sein du gouvernement. Et c'est pour cela que, depuis un temps, nous demandons effectivement que le président de la République agisse parce que c'est lui qui comprend et surtout, dans son... Il a une double casquette. Il est à la fois, dans sa religion, il est le raïs, c'est-à-dire il est un leader religieux et également en tant que chef d'État, je pense que cette combinaison-là peut amener à ce qu'il agisse en tant que croyant d'une part et chef d'État de l'autre part. Et ça, son intervention est en ce moment vraiment très attendue. Nous attendons qu'il intervienne parce que ça ne va pas au sein du clergé. Et il ne faudrait pas que cette situation-là perdure de peur
que cette exaspération n'entraîne autre chose. Donc, voilà. Et j'aimerais aussi ajouter que la crise du coronavirus nous a permis de comprendre à la fin que non seulement le clergé au Gabon, il est soudé, il est uni, et nous avons bien vu que il y a quelques mois de cela, nous avons bien vu le président de la République a reçu l'archevêque de Libreville qui allait lui présenter les civilités après sa prise de fonction en tant qu'archevêque métropolitain. Et nous pensons que cette audience-là, n'est-ce pas, devait être suivie d'autres actions et nous attendons vraiment cette intervention qui est importante pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, l'erreur ou ce que le gouvernement ne voit pas, c'est que lorsqu'on regarde l'Église, on veut voir simplement les leaders de l'Église. Mais l'Église, c'est tout ce monde-là qu'on a dans les administrations, que le gouvernement a dans son administration. Ce sont des croyants qui vont soit à la mosquée, soit à l'Église. Voyez-vous? Et le Gabon, c'est un pays qui a plus de 95%, je dirais même 97% composé des croyants. Le Gabon. Donc, toutes ces personnes-là souffrent de ne pas aller soit au temple, soit à un lieu de culte. C'est vraiment exaspérant. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous avons compris que le gouvernement ne peut plus rien faire. Si on n'a pas l'intervention du chef de l'État, il faut que cette intervention-là ait lieu parce que c'est lui qui doit être au-dessus maintenant. Et il faut rappeler qu'il faut toujours qu'il soit aux côtés du peuple. Il faut que cette décision soit prise pour le grand nombre, c'est-à-dire nous, l'Église, parce que les croyants sont en majorité, forment la majorité au Gabon. Donc, un problème qui concerne l'Église, ce n'est pas un problème social ou sociétal à prendre à la légère. C'est un problème de toutes les populations de notre pays. Lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on parle des lieux de culte, on voit toutes les populations du pays. Et malheureusement, le gouvernement à la tête duquel se trouve Alice au pays des merveilles ne prend pas en compte cette préoccupation populaire. Donc voilà ce que je dirais dans un premier temps. Merci. À vous, prophète. Tout au long de votre intervention, je prenais des notes parce que mais il y a des choses, il y a des éléments que vous avez pertinemment soulevés qui rejoignent l'appel que nous avons lancé depuis la situation sanitaire, depuis que l'état de santé d'Ali Bongo s'est dégradé à Riyad. Vous avez dit, et à juste titre, que le président de la République est le seul à pouvoir désamorcer cette situation, cette colère ou cette crise qui risquerait, si on y prend garde, de dégénérer. Parce que je pense que les confessions religieuses, avec ce qui s'est passé avec l'Église catholique dimanche dernier, n'entendent pas lâcher prise. Et si on y prend garde, ça peut dégénérer. Et vous avez dit, et je l'ai noté, c'est du coup un problème social et sociétal à ne pas prendre à la légère. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'il s'agit de foi, de conviction, les gens se radicalisent assez rapidement et on connaît les dangers de la radicalisation d'un peuple ou d'une partie d'une population. Et pour cela, vous appelez, comme nous, appelle à agir, à ce que Ali Bongo, qui préside notre pays, fasse la démonstration de ce qu'il est aux commandes, il est bel et bien aux commandes. On ne peut pas, dans cette situation, se contenter d'images télévisuelles, de communiquer, comme vous l'avez dit, via des intermédiaires qui ne sont plus crédibles. On voit le gouvernement qui vient parler au nom et pour le compte d'Ali Bongo, mais visiblement, ces décisions sont impopulaires. Et parce que les personnes qui sont les destinataires du message transmis par le gouvernement ne sont pas satisfaites,
ces personnes demandent à voir Ali Bongo lui-même et nous constatons, comme vous, que Ali Bongo est silencieux. Pourquoi est-il silencieux? Et là, ça rejoint notre appel à agir qui consiste à dire, on est convaincu que Ali Bongo ne dispose plus de toutes ses capacités. Il m'est arrivé dans mes réflexions personnelles de me dire, comme il sait que l'Église, c'est la colonne de la vérité, que l'Église viendra dire, les pasteurs viendront dire la vérité à leurs fidèles sur ce qu'ils ont vu, si c'est Ali Bongo, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est un sosie, que voilà, c'est quelqu'un qui joue un rôle, c'est un acteur, il y en a qui pensent que c'est lui, mais il est diminué, qui n'a plus toutes ses capacités. Peut-être fuit-il l'Église pour que l'Église ne vienne pas dire lors d'une prédication au nom de la vérité que voilà ce qui se passe, voici ce qu'on a constaté là-bas et ainsi de suite. Donc, merci pour votre pertinente intervention. Il y a des réactions des Gabonais dans le sens de dire oui, ils font deux poids, deux mesures. Pourquoi les marchés sont ouverts, pas les églises? Il y en a qui ont repris votre démonstration sur oui, on admet 30 élèves sans test, mais ces mêmes élèves qui sont peut-être des chrétiens ne peuvent pas aller à l'église sans le test alors que les capacités d'accueil des églises sont plus grandes que les salles de classe. Donc, toutes ces réactions m'emmènent à me tourner vers un des membres d'Appel à Agir. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Honorable Minot, Jean-Gaspard, Franck, Edgar, est-ce que vous voulez prendre la parole à la suite de ces quelques réactions? Si vous ne voulez pas prendre la parole, je vous désigne, c'est clair. Je peux la prendre? Oui, voilà, tu peux la prendre, honorable. Merci Elsa. Je voudrais aussi joindre ma voix à celle de Marc et à la tienne pour remercier le prophète Béni Ngouambina, qui est quelqu'un que je connais de longue date, qui est dans la vie civile, mais un prophète n'a pas de grand frère, dans la vie civile, qui est mon petit frère, mon propre petit frère. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il fait, pour l'engagement qui est le sien dans toutes les questions sociales ou sociétales qui y a dans notre pays. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Et je le revois dans une question qui le concerne encore plus, qui est celle des églises. Je voudrais dire que l'ensemble des mesures qui ont été prises, comme les mesures qui sont prises au Gabon depuis un certain temps, sont prises par des amateurs. En fait, c'est du véritable amateurisme. C'est des gens qui, parfois, on peut même penser qu'ils veulent faire mal à l'Église alors qu'ils sont incapables de réfléchir pour tout un pays. Parce que réfléchir pour tout un pays, c'est pas un jeu. On ne s'improvise pas chef de l'État, on ne s'improvise pas chef dans une nation pour se retrouver. C'est pour cela qu'il se retrouve dans ces situations. Quand on prend par exemple le fait que on dise que les églises sont des lieux de propagation du virus, il n'y a aucune étude, aucune enquête qui prouve que dans le monde, les clocheteurs ont été découverts dans les églises. Il s'inspire sûrement de ce qui s'est passé en France, à l'est de la France, la convention qu'il y a eu à l'est de la France et au cours de laquelle il y a eu beaucoup de contamination. Mais bien sûr, c'était en hiver, c'était dans une salle fermée. C'était pas dans une salle ouverte comme nos églises. Nos églises sont assez aérées, assez bien conçues. Et en plus, les églises aujourd'hui dans notre pays, c'est les seuls lieux où, et comme le rappelait le prophète Béni Ngouambina, qui sont les lieux où on a un minimum d'organisation dans nos pays. S'il y a des gens qui sont structurés et organisés, ce sont les églises. Ce sont les confessions religieuses. Parce qu'il y a de l'ordre dans leur environnement, parce que tout est organisé, tout est suivi. Pour ceux qui fréquentent les églises, ils voient bien comment tout est organisé dans ces milieux. Donc, s'il y a un lieu où des gens avec qui on peut s'asseoir pour leur demander comment ils peuvent organiser les choses et leur dire simplement comment ils doivent faire les choses pour qu'il n'y ait pas de contamination, c'est bien dans les églises. Ce n'est même pas dans les écoles, ce n'est pas dans les amphithéâtres. C'est surtout les églises qui sont capables de maintenir l'ordre parce qu'ils savent faire, qui ont des gens qui sont assez structurés, qui sont organisés, qui ont des groupes organisés et qui peuvent mieux que quiconque dans nos pays organiser des situations
comme celle qui consiste à éviter qu'il y ait des contaminations au Covid. Donc, leurs décisions, leurs mesures qui ont été prises face contre l'Église sont des mesures qui ne tiennent pas. Mais le pire, et c'est là où on sent le complot, c'est qu'ils vont jusqu'à demander qu'on paie la dîme par telle monnaie. Alors que nous marchons, nous payons, nous faisons nos courses tous les jours dans les bars, chez les Maliens, chez les boutiquiers du quartier, chez Ambolo, partout dans les administrations, nous payons directement. On ne nous a jamais demandé de payer ni par chèque, ni par système de monétique, ni par RTL Monnaie. Pourquoi c'est seulement au niveau des églises? Ça ressemble plus à un acharnement qu'à autre chose. Donc, je considère que la réaction des églises, la réaction des chrétiens et des musulmans a été une réaction bien pesée. Et je le disais à une émission dernièrement, je crois que je ne vais pas regretter l'ère Omar Bongo, mais je crois que cette situation ne serait jamais arrivée avec des gens qui avaient un minimum de culture, un minimum de décence, un minimum d'éducation. Parce que cette situation aurait pu être anticipée. Il s'agit d'appeler ces gens d'église, de discuter avec eux et de mettre avec eux les mesures idoines pour que les églises ne deviennent pas les lieux de contamination. Mais cela n'a pas été fait. On leur a parlé comme si on parlait à des citoyens lambda. On ne peut pas, quand on dirige un État, quand on dirige un pays, s'aliéner des gens qui représentent quand même 80%, 90% de la société civile. Des gens qui représentent la force morale d'un État et qui ont formé dans ce pays et qui ont éduqué et qui assurent aussi la paix sociale par leur message, par leur message d'éducation, par leur prédication, qui permettent à ce que les citoyens se sentent appartenir à une nation, se sentent appartenir à un peuple, se sentent appartenir à un environnement commun. Donc, s'aliéner ce genre de personnes, c'est véritablement qu'il n'y a plus de l'autre côté des gens qui réfléchissent. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, nous, au niveau d'Appel à Agir et à notre demande, parce que cette crise est révélatrice, bien évidemment, de ce qu'il n'y a plus personne au sommet de la pyramide. Cette crise est révélatrice de ce que des gens qui sont souvent très réservés, comme les hommes d'église, certains que je connais, qui sont obligés aujourd'hui, quand vous voyez Monseigneur Jean-Vincent, qui est quelqu'un d'extrêmement réservé, d'extrêmement calme, se mettre devant, parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Ils ont compris qu'il n'y a plus d'interlocuteurs, et c'est parce qu'il manque d'interlocuteurs que l'Église a été obligée d'affronter, entre guillemets, l'État. Parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs, que l'Église qui est la première institution qui s'était mise en place avant même que le Gabon ne soit indépendant, il y avait d'abord l'Église. Il y avait d'abord l'Église chrétienne déjà. Bon, les musulmans sont arrivés après, bien sûr, mais il y avait déjà l'Église qui était là avant que le Gabon ne soit Gabon. Donc, quand cette Église est obligée de parler par les médias sociaux, est obligée de parler, de sortir, d'affronter les policiers, les images qu'on a vues le dimanche dernier, je suis désolé, ça veut dire qu'il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Ça rejoint donc ce que nous disions, et c'est le but de notre émission d'aujourd'hui, de prouver que cette sortie de notre émission d'il y a 2 semaines, cette sortie de l'Église, cette sortie des chrétiens, cette sortie des musulmans, est la preuve qu'il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Une situation de ce genre, le président de la République devait prendre la parole, parce qu'il y a eu, et les têtes devaient tomber si le président n'était pas impliqué dans ce qui a été dit, les têtes devaient tomber. Donc, je voudrais résumer, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, pour dire que, pour réitérer mes remerciements au prophète Béni Nguambina, et pour dire que la situation que nous vivons est simplement révélatrice de ce qu'il n'y a plus personne au sommet de l'État. Il va falloir que les Gabonais se ressaisissent et qu'ils demandent véritablement la vacance de pouvoir. Parce que le Gabon ne peut pas devenir un champ d'expérimentation. Depuis 2018, on expérimente, les gens viennent expérimenter le pouvoir d'État alors qu'ils n'en ont ni la compétence, ni la légitimité, ni la légalité. Voilà, je voulais m'arrêter d'abord là. Merci. Ok.
Merci, merci à toi, honorable. Avant de passer la parole à un autre membre d'Appel à Agir et ensuite donner la parole au prophète Béni Nguambina pour réagir, j'ai envie de lire quelques réactions de Gabonais. Bonsoir à tous, shalom au pasteur Béni, merci à Appel à Agir pour cette nouvelle et belle tribune. Et il y a Jules Bertrand Mekamba qui a écrit, et là je pense qu'il s'adresse directement au prophète, que l'église du Gabon devienne comme les églises du Nigeria et vous verrez qu'ils vont vous respecter. Il y a Tanguy Biban qui écrit, Ibaba avait refusé de partager leur fameux kit alimentaire en leur signifiant que les églises avaient un service Caritas qui reçoit les différents dons. Donc, je lis comme ça les réactions tout azimut et en fonction de ça, vous allez réagir. Il y a Rouen Dekanaï qui répond, ils sont non seulement en conflit entre eux-mêmes dans le gouvernement et je disais dans l'une de mes publications, leur chute est proche. Il y a Audrey Ndiengi qui dit « Je suis d'accord avec toi, docteur. » Mais pourquoi ça disparaît? « Je suis d'accord avec toi, docteur. Ce qui s'est passé dimanche 25 est inadmissible. » Il y a Hervé Linga qui a dit « Quelle démonstration voulez-vous de la part d'Ali Bongo pour que vous soyez convaincu qu'il est en bonne santé? » Il y a Sipik, excusez-moi, que je retrouve. Voilà, il y a Sipik qui s'offrote, qui dit « Puisque les hommes du pouvoir déclarent partout qu'Ali Bongo se porte bien et qu'il est aux commandes du pays, demandez qu'il reçoive lui-même les leaders religieux pour discuter avec eux sur cette situation. » C'est ce que faisait Omar Bongo pour désamorcer certaines crises. Il y a toujours Hervé Linga qui a dit que ce live ressemble à un rendez-vous d'opposants. Donc, visiblement, Hervé Linga nous suggère d'inviter quelqu'un de la majorité. Ben, nous sommes preneurs. Nous l'avons dit depuis que nous avons lancé Appel à Agir, qu'au-delà de nos appartenances politiques, nous sommes d'abord un mouvement citoyen qui agit au nom de la citoyenneté, qui agit en responsabilité et au nom de la République. Alors, donc, c'est quelques réactions comme ça que j'ai voulu lire et les autres viendront. Et donc, si l'un d'entre vous veut réagir, y compris le prophète Béni Nguambina, la parole est à vous. Oui, j'aimerais d'abord, je vais plutôt répondre à la dernière question parce que, vous savez, le mal de notre pays, c'est vraiment celui-là, la maladie dont souffre notre pays. Le sous-développement que notre pays a aujourd'hui, effectivement, repose sur le fait que tout a été politisé. Au point où j'ai l'habitude de dire que j'ai même peur que dans les foyers, on se trouve dans des situations où quand un mari va demander les services conjugaux ou bien à célébrer le culte conjugal avec sa femme, la femme va dire je suis peut-être fatiguée et le mari va dire non, 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 il y a une main noire derrière, c'est de la politique. Vous voyez, on est arrivé à cette bêtise où la société, tout est politisé. Dans les familles sont divisées parce qu'on ne parle, on ne pense que la politique. Et c'est la même chose qui fait même qu'aujourd'hui, regardez, on ne prend même plus compte de l'intellectualisme au Gabon. Tu peux être diplômé comme tu veux, mais tu ne peux pas occuper la fonction que tu dois occuper par rapport au diplôme que tu as. Non, il faut que tu sois dans la politique quelque part. C'est une bêtise politique là qui a vilisé la République. Regardez par exemple, moi, lui, il va dire que je suis de quel parti. Vous voyez? Mais il dit c'est un regroupement des opposants. Il n'a pas tort. C'est l'éducation qu'il a reçue. Il suffit de dire que voilà, telle chose ne marche pas, c'est l'opposition. Mais je veux rassurer à ce jeune compatriote-là que la lutte fratricide au sein même des instances dirigeantes est plus dangereuse même que ce qui oppose, disons, cette majorité ou l'opposition. La lutte fratricide est plus forte au sein même du régime dirigeant qu'entre le régime dirigeant et l'opposition.
ils sont plus dangereux entre eux, ils se mangent plus entre eux que ce qu'on voit entre l'opposition et la majorité. Donc, ce n'est pas une raison. Donc, je reviens à la réaction de ce compatriote également qui a parlé de s'il faut faire comme au Nigeria. Vous savez, nous avons le même Jésus au Gabon. Moi, ce qui se passe dans mon église, je n'ai pas de complexe. Déjà, je tiens des conférences à l'extérieur où je fais marcher les paralytiques, les aveugles voient, c'est la même chose qui se passe ici. Et sur le plan social même, nous avons des délinquants qui quittent la drogue, qui quittent le chanvre et qui donnent leur vie à Jésus dans les églises. Dans mon église, par exemple, j'héberge des dizaines d'orphelins, des dizaines de démunis. Mais c'est le rôle de l'église, effectivement. C'est la réponse que nous donnons. Et l'église fait quoi? Par exemple, lorsqu'une prostituée quitte son domaine de prostitution, nous ne nous limitons pas à lui dire « laisse la prostitution, c'est pas bien », mais on l'accompagne. On donne de quoi ouvrir un salon de coiffure ou faire une activité génératrice de revenus. C'est ça l'église. C'est tout comme vous voyez les établissements scolaires que les églises détiennent. Comme je le disais tantôt, que dans les confessions religieuses, aller à la messe ou à l'église fait partie du programme hebdomadaire d'un établissement confessionnel. Voyez-vous? Et vous allez dire à ces enfants-là qui ne vont passer le temps qu'à aller en classe à 60 et ne peuvent pas se regrouper à l'église pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. C'est ça normal. Et maintenant, c'est ces établissements-là, confessionnels, si les églises décident de fermer leurs établissements dans ce pays, mais il y aura une décadence. Imaginez que les confessions religieuses décident aujourd'hui de fermer leurs établissements scolaires. Mais le pays sera, le système éducatif va tomber complètement. On peut même parler d'une année blanche. Parce que la contribution depuis des décennies des confessions religieuses dans le domaine éducatif n'est plus à démontrer. N'est plus à démontrer. Combien de cadres qu'on a connus dans ce pays depuis les indépendances qui ne sont pas passés par les établissements des confessions religieuses. Vous voyez? Donc, l'Église a toujours joué son rôle. L'Église est là, qui joue son rôle de garant de la morale. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui qui est tellement pourrie, qui est vraiment avilie. Hein? C'est-à-dire, c'est la rébarbativité républicaine, ce qui fait qu'on ne peut plus réfléchir selon soi-même. On doit toujours réfléchir selon ce que quelqu'un veut. Vous voyez? Par exemple, je prends le cas où je suis là à votre émission. Je n'ai pas besoin d'être opposant ou d'être la majorité pour utiliser un plateau pour m'exprimer en tant que citoyen, pour parler des choses qui dérangent l'Église, pour parler de ce qui dérange la société, peu importe ce que les gens vont dire. Mais l'identité que les gens donnent aux autres, ce n'est pas forcément la vraie. Peu importe. Mais le plus important, Dieu a dit de faire ce qui est juste et pas ce qui est bon. Parce que quand nous faisons ce qui est bon, c'est effectivement ce que les gens font. C'est-à-dire que vous dénoncez un fait, on va dire tu es opposant ou bien tu es la majorité. Alors que quand Dieu dit de faire ce qui est juste, c'est ce qui plaît à Dieu. Et moi, je fais ce qui est juste et pas ce qui plaît aux hommes. Parce que Dieu a dit, vaudrait mieux craindre celui qui peut non seulement tuer ta chair et jeter ton âme dans la géhenne, et ne pas craindre celui qui peut seulement tuer la chair. Donc voilà ce que je peux dire à ces compatriotes qui ont réagi. Merci, merci prophète. Faisons ce qui est juste. Et je pense que c'est la démarche qui a toujours été la nôtre depuis que nous avons lancé notre appel à agir. Ce qui est juste, pour parler comme les hommes, c'est de faire ce que la Constitution gabonaise prévoit. La Constitution gabonaise prévoit qu'en cas d'indisponibilité du président de la République pour quelque cause que ce soit, ben, on déclare la vacance et on va organiser une élection. Donc, je vais prendre encore quelques réactions des internautes et un autre membre d'Appel à Agir prendra la parole. Il y a Jean-Louis Kombila qui dit « Quels sont les Gabonais qui doivent se ressaisir suivant les propos du député ?» Je pense que là, il s'adresse à l'honorable Minot.
il y a Léon Bouissou qui dit, depuis 2 ans, même pas une interview du président de la République. Je pense que Léon Bouissou est de ceux-là qui pensent que faire parler Ali Bongo via des vidéos préenregistrées ne convainc personne. Depuis quand il ne fait plus de direct? Depuis quand c'est seulement des vidéos préenregistrées qui sont diffusées, et même certaines sont diffusées avant le jour J. Nous l'avons vu avec sa réaction au sujet de la rencontre qu'il y a eu aux Nations Unies. Et Ali Bongo devait intervenir le jeudi parce que c'était une vidéo préenregistrée. Ils l'ont diffusée le lundi ou le mardi. Il y a Eli Aseko qui dit le Gabon n'est pas gouverné, il est géré. La question c'est qui gère le Gabon? Alors, il y a Gis LK qui dit je vous félicite, vous tenez bon. Okassi Mami qui dit on peut dire qu'il est mort à sa fonction de président de la République. Il ne dirige plus. Que faisons-nous? C'est sur cette question que je me tourne vers un des membres d'Appel Agir qui devrait en principe prendre la parole. Franck Jimbi, honorable, alors, honorable Edgar, tu as la parole. Merci Elsa, je pense que je ne devais pas prendre la parole aujourd'hui. Et je remercie le prophète et je salue tous mes concitoyens. Je pense que l'intervention de Marc et les 2 interventions du prophète sont parfaitement claires. J'ai envie de dire que autant on nous fait comprendre que Ali Bongo est aux commandes, autant on constate qu'il reçoit des invités, mais c'est curieux, il ne reçoit pas le peuple gabonais. Lui qui a une délégation du pouvoir du peuple. Les articles premiers de notre Constitution nous rappellent que le peuple est souverain et qu'il exerce sa souveraineté soit directement par le référendum, soit indirectement par le vote. Et donc, le président de la République qui est censé être avoir une délégation de la souveraineté du peuple ne peut pas s'adresser à ce peuple-là directement, ne peut être en contact avec ce peuple-là, et il reçoit des personnalités étrangères, comme si ce sont ces gens-là qui font la souveraineté de notre pays. Nous avons eu des événements graves qui ont presque porté atteinte à la stabilité de notre pays, dont il est le garant d'ailleurs, notamment le coup d'État que nous avons eu en janvier il y a 2 ans, et c'est que nous venons d'avoir là maintenant. Il y a même eu, il y a cela 1 an et demi, le mouvement des élèves dans les rues. À aucun moment donné, Ali Bongo n'a pris la parole pour rassurer. À aucun moment donné, il n'est allé au contact de ces élèves-là. Dieu seul sait qu'il arrivait des moments où il les réunissait au gymnase qui est à Petit Paris et il s'amusait à faire le rappeur. Bon, donc j'ai envie de dire que là, c'est autant d'éléments qui, moi, me confortent dans le fait que Ali Bongo n'est plus à la hauteur de sa tâche, qu'il est totalement dans les capacités. Et je pense que il y a comme un complot contre les Gabonais, un complot qui vise à étouffer. On se sert de la crise sanitaire pour étouffer les partis politiques, pour étouffer les syndicats, la société civile. Maintenant, il était question de trouver un stratagème pour maintenir longtemps étouffé les confessions religieuses. Moi, je continue à dire et je persiste et je signe que le stratagème derrière tout ça, c'est de monter une stratégie de prise de pouvoir et que les Gabonais soient sur un fait accompli sans qu'ils aient le temps de réagir. Le prophète a clairement, je crois que Marc aussi dans son préambule, a fortement démontré qu'il n'y a pas de raison que le milieu le mieux organisé, c'est l'Église. On était au tribunal la dernière fois. J'ai vu comment ça se passe, les procès. Les élèves vont reprendre les cours.
Mais franchement, quelqu'un parlait d'acharnement. Oui, mais c'est pire qu'un acharnement. Donc, moi, je voulais simplement attirer l'attention de nos concitoyens pour dire que ce pays-là, il nous appartient à nous tous. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que moi, je suis Gabonais. Il n'est pas normal que certains pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent de ce pays. Et que moi, Gabonais, en tant que Gabonais, je n'ai même pas le droit de dire, je ne dis pas d'agir. On pense que on veut me faire croire que j'ai même pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord. Là, au Gabon, si je ne peux plus dire que je ne suis pas d'accord, il y a un problème. Alors, il y a le compatriote qui parlait de tribune d'opposants. Quelqu'un m'a traité d'opposant, j'ai dit je suis pas opposant. Tu sais, vous savez, ici au Gabon, le problème, c'est que dès qu'on a un minimum de conviction, lorsqu'on est un peu républicain, lorsqu'on a une attitude véritablement citoyenne et patriotique, on pense qu'on est opposant. Il m'est arrivé de discuter avec certains de mes collègues. On est arrivé à toujours le débat tournait entre opposition et majorité. Je leur dis, mais vous savez, on est tous des Gabonais. Je ne pense pas que ce soit un problème d'opposition ou de majorité. La démonstration est la suivante. Le président de la République a la majorité au Parlement. Je pense que c'est presque lui qui gère l'administration. C'est presque des gens qui sont acquis à sa cause, qui gèrent les institutions. Donc, en réalité, il n'y a pas de contre-pouvoir et il n'y a pas d'obstacle. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait qu'on programme la construction d'une route? La loi de finances budgétise cette route. 2 ans après, la loi de règlement, on constate que le règlement est passé et la route n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'on nous a parlé en 2010 du programme stratégique Gabon émergent pour lequel on devrait voir le bout du tunnel à partir de 2020 jusqu'en 2025? Un jeune, un métier, la stratégie d'investissement humain. On a dépensé près de 17 milliards au cabinet McKinsey. On est venu nous faire croire qu'en moins de 3 ans, 4 ans, on peut sortir les Gabonais de la pauvreté. On a créé un certain nombre d'argent dans le Fonds national d'aide sociale. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Mais qu'est-ce qui bloque? Vous avez la majorité partout. C'est ça le problème que nous posons. Donc, ce n'est pas une histoire d'opposition ou de majorité. Je ne sais pas quel âge il a, mais chers compatriotes, on parle de notre pays et on est en 2000. On est en 2000, avec les richesses que nous avons, on ne peut pas vivre comme on est en train de vivre. Où nous n'avons pas de l'eau à Québec-Plaine. Où nous n'avons même pas le droit de... C'est pas possible. Il y a des choses qui se trament. Il y en a qui veulent même prendre le monopole des importations des produits agroalimentaires pour tenir les Gabonais en laisse. C'est pas sérieux. Donc moi, je continue à dire qu'il n'y a pas un problème fondamental en tant que tel. Je pense que les statistiques nous donnent raison en disant que on connaît les plus faibles mesures de la courbe de la pandémie sanitaire. Je pense que on n'a pas de raison d'empêcher les Gabonais de se retrouver pour discuter de la situation de l'heure, pour apprécier ce qui est en train de se passer. Voilà que nous avons eu un conflit voilà qu'il y a eu un conflit avec les églises. C'est le Premier ministre qui intervient, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est même le président de la Cour, mais pas le président de la République. Alors, mais il est où, lui? Donc, moi, je pense que ce pays nous appartient à nous tous et je refuse d'admettre, ou qu'on me fasse admettre qu'il y en a qui ont plus de droits que d'autres, il y en a qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'autres n'ont même pas le droit de dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Voilà un peu ce que moi, je pourrais dire. Merci. Merci à toi, honorable. Avant de passer la parole à Jean Gaspard, je veux lire quelques réactions ensuite. Et après Jean Gaspard, le prophète Béni Wambina pourra prendre à nouveau la parole parce que c'est lui qui est justement notre invité ce soir. Alors, il y a Gis LK qui dit « Le seul contre-pouvoir, c'est le peuple ». Il y a qui également, il y a Gabonais Développement Jeune Leader qui dit « Y a-t-il une clé pour la situation que traverse notre pays aujourd'hui? Si oui, laquelle? Merci. » Il y a Jean de Balle
qui dit « L'Église est une référence morale car elle éduque l'homme. Notre environnement serait anarchiste si les valeurs morales étaient absentes. » Il y a Léon Buissou qui dit « Notre président ne peut même pas donner un avis en direct aux sorties d'une rencontre. C'est pitoyable. Une photo, des légendes et un commentaire, c'est désormais l'avis de notre institution, le président de la République. » Il y a Gis LK qui dit « Le régime utilise le Covid, bon, j'aurais dû dire la Covid, c'est ce qui a été consacré, pour verrouiller le pays. » Il y a As Ngosanga de Siano qui vient de se connecter. Il dit « Il donne des instructions. » J'imagine qu'il parle d'Ali Bongo. Et il y a Ndon et Beyar Zima qui dit « C'est le président de qui d'abord ?» Donc, à l'aune de toutes ces réactions que je viens de lire, Jean-Gaspard, tu as la parole. Après toi, le prophète Beningwa Mbina la prendra. Bonsoir Elisa et bonsoir à tous et toutes. Merci au prophète Ngwabina de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. La question du conflit, ou du moins, pas du conflit, mais de la colère des églises, que je comprends, doit être perçue par chacun de nous une conséquence supplémentaire de la situation dans laquelle notre pays se trouve depuis quelque temps. J'ai presque envie de dire, je peux me tromper, mais du haut de mes 52 ans, jamais dans l'histoire de mon pays, je n'ai vu les églises en conflit avec l'autorité politique à ce niveau. Je pense que très souvent, les églises ont toujours su trouver un espace de dialogue serein des politiques. Et là, pour la première fois, au moins en 52 ans, mais j'ai presque envie de dire parce que j'ai une petite lecture de l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance de notre pays, je n'ai pas souvenir de cela. Ça doit interpeller chacun de nous. Parce que, et je suis d'accord avec le prophète, je crois que 95% des Gabonais sont croyants. Et se partagent entre les différentes églises et confessions qu'il y a dans notre pays. Et la constitution de notre pays leur consacre la liberté de culte, le droit de croire comme le droit de ne pas croire, et la liberté d'exercer leur culte. Et le Covid a bon dos, parce que moi je dis toujours aux gens, de quoi nous parlons, de quoi nous parlons. Parce que non, on ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est à cause du Covid que en 2 mois, un décès. Là, on a les statistiques du mercredi dernier, 20 nouveaux cas. Vous savez, au début de cette pandémie, on disait souvent aux gens qu'il y avait des cas communautaires et puis des cas importés. Tout d'un coup, les cas importés n'apparaissent plus clairement dans les statistiques. Parce qu'en réalité, l'essentiel des cas de Covid qu'on a au Gabon aujourd'hui sont les cas de l'aéroport de Libreville. L'essentiel des cas sont des cas de l'aéroport de Libreville. Moi, je demande au COPIL de faire preuve de transparence et de rajouter désormais dans ces statistiques combien de personnes positives sont positives venant de l'étranger et ont été déclarées positives à l'aéroport et combien sont positives parce qu'elles ont été contaminées dans le pays. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Aujourd'hui, j'ai été à un mariage. Ce mariage a été célébré
par le 4e maire adjoint de Libreville à l'extérieur de la mairie. C'est-à-dire qu'il a été célébré sur une ordonnance du tribunal ou du procureur. En tout cas, une ordonnance du tribunal de Libreville. Ça veut dire que l'autorité municipale est d'accord pour aller célébrer sans danger et sans risque un mariage où nous étions des centaines à l'extérieur de la mairie, où il n'avait, le maire lui-même, aucun contrôle sur les mesures barrières qui seraient respectées. Mais il a accepté d'y aller au quartier. Et la justice l'a autorisé. C'est dire combien ces personnes ont bien conscience que le danger du Covid, qui a fait, c'est vrai, 55 décès dans notre pays, n'est pas tel qu'il faille aujourd'hui empêcher la célébration d'un mariage. On ne peut pas autoriser la célébration d'un mariage et fermer les églises. Il se trouve que, vous savez, quand les Gabonais doivent réfléchir un peu et discuter ensemble de leur pays, de leurs conditions, il y a 2 endroits en général qu'ils choisissent. Il y a 2 endroits. Les églises et les bars. C'est au bar, autour du vin de palme, de la bière ou du vin, que les Gabonais échangent et on vient à parler de leur pays, de leurs espérances, de leurs attentes, de leurs regrets. C'est à l'église qu'on demande aux personnes de s'interroger sur la vie, sur le sens des choses. Et en réalité, ce pouvoir refuse tous les lieux où les Gabonais pourraient se retrouver pour se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans le pays. Est-ce que ce qui se passe dans le pays est normal? C'est la raison pour laquelle on fera tout pour que les lieux de culte n'ouvrent pas. On fera tout pour que les bars n'ouvrent pas. Le bon sens, ils s'en contrefichent. Ce n'est pas leur préoccupation. La cohérence de leurs décisions, ce n'est pas leur préoccupation. Comme le dit Edgar, et je suis d'accord avec lui, pendant que nous sommes aujourd'hui d'ailleurs, nous, en train de nous demander est-ce que Ali Bongo est encore capable de gouverner le pays? En train de dire que nous pensons qu'Ali Bongo n'est pas capable de gouverner notre pays désormais et qu'il faut en tirer les conséquences de loi. Eux, ils sont déjà en train de se préparer à ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent qu'Ali Bongo ne peut plus. Et pour mieux se préparer, on doit fermer les églises. Mais on ferme les églises et on fait les fêtes dans les casernes militaires. Parce qu'on mobilise la troupe. Et je pense que nos concitoyens auxquels nous nous adressons ce soir doivent avoir conscience de cela. Nous l'avons dit à plusieurs reprises depuis 1 an. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui n'est pas si nouveau que ça. Les moins âgés, du moins les plus âgés d'entre nous s'en souviennent, les moins âgés ont dû le lire ou peuvent le lire. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Gabon entre 1965, année au cours de laquelle le président Léon tombe malade et va en France, et 1967, quand on vient annoncer sa mort. Il part avec une constitution, il revient dans une guerre avec une autre constitution. Des personnes, des compatriotes, se sont servis de son état de santé pour transformer le Gabon en ce qu'il est devenu aujourd'hui. 53 ans plus tard, nous n'en sommes toujours pas sortis. 53 ans plus tard, nous n'en sommes toujours pas sortis. Même en 2009, j'ai souvent demandé aux compatriotes qui étaient au gouvernement à cette époque-là, au mois de mai 2009, qui a dirigé ce pays?
qui a pris les décisions qui ont conduit à tout ce que nous avons vu. Très souvent, il baisse les yeux. Parce que c'est la directrice de cabinet, Sidi Omar Bongo, qui dirigeait le Gabon. Où un conseil des ministres ne pouvait pas se tenir, on tenait des conseils interministériels et on allait rendre compte au directeur de cabinet qui prenait des décisions. Nous sommes en train de revivre cette situation. Les premiers acteurs sont allés en prison. La deuxième équipe est arrivée. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé le bon mécanisme pour s'emparer du pouvoir, en réalité, on va continuer dans ce petit cirque qui est que, oui, d'Ali Bongo président au Gabon, il n'y en a plus. On garde le fauteuil au chaud en attendant de trouver le bon moyen de l'occuper. Entre-temps, chacun fait ce qu'il veut, là où il est, et ça donne la situation. Et je dis à mes compatriotes qui pensent souvent que ça ne les regarde pas. Bien, très bon copain tout à l'heure, qui nous dit c'est une réunion d'opposants. Vous savez, opposant au Gabon, c'est le titre qu'on vous affuble quand vous pensez à votre pays. Dès que vous essayez de penser à votre pays, de penser à l'intérêt général, de réfléchir normalement, on dit que vous êtes opposant. J'ai envie de dire à tous les Gabonais, quand on vous dira que vous êtes opposant, dites que vous êtes normal. Quand on vous dira au Gabon que vous êtes opposant, dites-vous que vous êtes normal. C'est cela la réalité. Mais je veux dire à ce compatriote, qu'il soit dans l'opposition, dans la majorité, ou comme le prophète ici, sans engagement politique aucun, il a l'obligation morale de penser à son pays. Il se pose la question de savoir, est-ce que mon pays va bien? Et s'il pense que le pays ne va pas bien, pourquoi mon pays ne va pas bien? Ça, c'est l'obligation qui est celle de chacun de nous. Qu'il fasse de la politique ou pas. Oui, moi, tout je suis un homme politique. Et mon engagement n'est secret pour personne. Mais dans l'appel à agir, je ne fais pas, ce n'est pas le lieu de mon engagement politique. Le lieu de mon engagement politique, c'est mon parti politique. Et il vient un moment donné où on doit s'élever au-dessus de sa condition. Parce que la situation du pays nous l'impose. Parce que la situation du pays nous l'impose. En temps normal, je taquine Marc Ona avec son écologie. Mais vient un moment où Marc et moi on se dit, laissons de côté nos écologies et nos unions nationales, notre pays a besoin. Je pense que la situation actuelle dans laquelle notre pays se trouve nous impose de nous dire, laissons de côté nos occupations, laissons de côté nos préoccupations principales. Chirac l'avait dit, je vais le paraphraser, la maison brûle, ne regardons pas ailleurs. Notre maison brûle, ne regardons pas ailleurs. Le feu va arriver chez nous. C'est anecdotique. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui ont pensé à un moment donné, il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, ou même 1 an, que ce que nous faisions ne les concernait pas. Eux n'avaient pas ce problème-là. Ils n'imaginaient pas qu'un jour, ils allaient recevoir des grenades lacrymogènes dans la concession de l'église catholique d'Oyem parce qu'ils voulaient juste aller au culte. Aujourd'hui, ce sont les églises. Demain, ce sera quoi? Ouais. Elsa, je vais te remettre la parole. Merci. Ok. Mais merci. Merci à toi, Jean-Gaspard, pour cette intervention qui a suscité beaucoup de réactions d'ailleurs. Je vois Patricia Nsam qui dit « Je suis vraiment, je suis normale. J'ai mal au cœur quand je pense au pays. Qu'avons-nous fait au bon Dieu ?» Il y a Roland Jean qui dit « Monsieur Jean-Gaspard, la situation de notre pays nous interpelle tous. Nous interpelle tous, croyants ou non. Nous sommes appelés à venir au chevet de notre mère patrie. » Il y a Priva
Perfect Ndombitege qui dit « Ce qui s'est passé au Gabon le dimanche 25, attendez que je retrouve sans commentaire, voilà. Ce qui s'est passé au Gabon le dimanche 25 est inédit dans l'histoire de notre pays. C'est la preuve que le Gabon, c'est où? Voilà, c'est la preuve que le Gabon est dans la débandade totale, abandonné entre les mains des apprentis sorciers. Il y a toujours Ondondon et Béyar Zima qui dit « Mais monsieur Jean Gaspard, les Gabonais ont plusieurs soucis et se demandent pour beaucoup si leur compte s'y trouve dans le cadre de la politique actuelle. » Bonne interrogation, monsieur Jean Gaspard. Il y a Melchisedec, mais je ne sais pas lire son nom. Appelle à agir. C'est facile d'avoir des arguments pour discréditer le pouvoir en place, mais c'est difficile de reconnaître lorsque ce gouvernement essaie de faire ou fait simplement quelque chose de bien dans l'intérêt de tous. Il y a Jean Koumba qui dit « Le problème du Gabon, c'est la peur ». Alors, je suis tentée de me tourner vers le prophète Beningwa, mais je pense qu'il devrait intervenir à la fin parce que nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Je veux me tourner vers un des membres d'Appel à Agir qui n'a pas encore parlé, c'est Franck Ndjimbi qui va prendre la parole et après Franck Ndjimbi, le prophète Beningwa Mbina prendra la parole et je pense que ce sera la dernière intervention. Franck Ndjimbi, tu as la parole. Merci Elsa. En réalité, je n'ai pas vraiment l'intention de prendre la parole ce soir parce qu'au fond, tout a été dit et je remercie le prophète Beningwa Mbina d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Oui, la question de la colère des églises en lien avec l'absence d'Ali Bongo est une question fondamentale, simplement parce que les églises revendiquent leur droit à la liberté de conscience. Et la liberté de conscience est une liberté fondamentale consacrée par la Constitution. La liberté de conscience se traduit notamment par la liberté de religion, mais elle se traduit aussi par la laïcité, c'est-à-dire par cette séparation nette entre les églises et l'État. Or, à quoi avons-nous assisté ces derniers temps? On a assisté à l'immixtion brutale du pouvoir temporel, donc du pouvoir politique, dans des affaires religieuses. Le ministre de l'Intérieur, au prétexte qu'il est ministre des cultes, s'est autorisé à prétendre refaire la liturgie chrétienne. Il s'est autorisé à vouloir dire à des catholiques qu'ils n'avaient pas le droit de prendre la communion, donc de célébrer l'Eucharistie, qu'ils devaient payer la dîme ou faire les offrandes d'une certaine manière. Il s'est invité dans un domaine qui ne relève nullement de sa compétence. On pense qu'ils le font parce qu'ils sont certains de détenir le pouvoir, qu'ils sont certains d'avoir la force avec eux. Je pense qu'il s'agit plutôt d'incompétence. Je ne suis pas convaincu que le ministre de l'Intérieur savait qu'il s'invitait sur un terrain qui est réservé au seul clergé. Je pense qu'il ne mesurait pas la gravité de ce qu'il disait au moment où il le disait. Ni lui, ni le ministre de la Santé, encore moins la première ministre. Je suis convaincu qu'aucun d'eux ne mesurait qu'il était en train de toucher à un principe fondamental qui est consacré par la Constitution, la séparation entre les églises et l'État. Je suis convaincu qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont touché à ça, à ce principe-là. Et puis, comme ce gouvernement ne sait rien faire d'autre que bander les muscles, ben, au lieu de faire un acte de contrition et de reconnaître s'être trompé, ils ont bandé les muscles. Mais qu'est-ce que nous observons pendant ce temps? Qu'au-dessus d'eux, ben, c'est le silence complet. C'est le silence de cathédrale. On apprend qu'il y a des consignes qui ont été données, mais ces consignes, on apprend qu'elles ont été données via Facebook.
via Facebook. Personne n'a été reçu. Le président de la conférence épiscopale du Gabon, le monseigneur Madega Leboakéan, est bien là. Il est bien présent sur le territoire national, si je ne m'abuse. Il aurait bien pu être reçu à la présidence de la République. Le collectif des églises charismatiques et du réveil, pentecôtistes charismatiques et du réveil, aurait bien pu être reçus aussi à la présidence de la République. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été reçus? Pourquoi est-ce que c'est par Facebook que les consignes sont données? Tout ça amène bien à se dire qu'il y a un problème. De tels flottements au sommet de l'État ne sont pas acceptables. Une telle violation des droits fondamentaux ne sont pas acceptables. N'est pas acceptable. On ne peut pas se permettre comme ça de priver les gens de la liberté de religion, de la liberté de conscience et s'autoriser à vouloir refaire la culte. J'ai expliqué à une petite sœur qui ne comprenait pas trop bien de quoi il s'agissait. Je lui disais, c'est exactement comme si il s'était autorisé à dire à mes parents de glace, vous, Tate Kumbu, ou bien ne va pas grandir, peut danser, mais il ne fera pas ceci. Le Koukoué ne peut pas grandir au-delà de 1,5 mètre, il ne peut pas aller au-delà de 2 mètres, ou bien il ne peut pas danser en faisant 3 pas à gauche, il faudrait qu'il fasse 2 pas à droite. C'est exactement comme s'il avait dit ça. Comment est-ce qu'on peut en arriver là au prétexte qu'on est ministre et sous prétexte de lutte contre la COVID-19? J'ai envie de dire, si ce gouvernement se souciait de la santé des Gabonais, ça se saurait. Ça se saurait. S'il se souciait de la santé des Gabonais, il n'userait pas de la force pour un oui, pour un non. Or, il use de la force pour un oui et pour un non. En usant de la force pour un oui, pour un non, il met en péril la vie des Gabonais. Combien de Gabonais sont morts du fait de l'incompétence de ce régime? Combien de Gabonais sont morts parce qu'ils revendiquaient simplement des droits fondamentaux? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ce régime va prétendre se soucier de la santé des Gabonais et de la vie des Gabonais. Non, ça, il faut pas raconter ça à des adultes. On ne peut pas prendre des adultes pour les demeurer. Il y a longtemps qu'on a arrêté de croire au Père Noël. Nous disons simplement que quand nous posons la question qui dirige le Gabon, c'est bien précisément parce que c'est à des moments comme ça qu'on a besoin de savoir, de sentir qu'il y a une véritable autorité dans ce pays, qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui incarne l'autorité et qui peut ramener les choses, ramener les gens à la raison et donner un coup d'arrêt à la dérive. Or, là, on a bien vu que les choses sont parties dans tous les sens. Il y a quelques jours, hier, on a appris que une bonne partie des mesures ont été levées. Est-ce que cela signifie que les églises auront le droit de faire plusieurs cultes par semaine? Je n'en sais rien. Ça ne nous a pas été précisé. Est-ce qu'on reste sous le régime de 1 culte par semaine? Rien que le dimanche pour les chrétiens et rien que les vendredis pour les musulmans. Est-ce qu'on reste sous ce régime ou est-ce qu'ils ont le droit de fixer librement leur calendrier et d'administrer librement leurs églises, comme cela est sous-entendu par dans la conception qu'on peut avoir de la laïcité, qui est un principe, encore une fois, je le rappelle, à valeur constitutionnelle. Les églises ont le droit de fixer librement leur calendrier. Jusque-là, on n'a pas de réponse. J'ai appris tout à l'heure que les mosquées n'ont pas ouvert aujourd'hui. Que les mosquées n'ont pas ouvert aujourd'hui. Ça veut donc dire que même les musulmans, dont pourtant tout le monde dit qu'ils ont plutôt une tendance à soutenir le régime et à lui apporter, on pense même qu'une bonne partie des Gabonais musulmans le sont par opportunisme politique. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, j'ai appris aujourd'hui que même les mosquées n'ont pas ouvert. Pourquoi les mosquées n'ont pas ouvert? Ça veut dire que ces mesures-là sont inapplicables et inopérantes. Comment en arrive-t-on à ça? D'un État qui est organisé, d'un État qui est gouverné, d'un État qui a un chef. Ce n'est pas possible. Un État qui a un chef, ce chef, il convoque les gens, on s'assoit, on discute et on trouve un moyen terme et on s'assure que les mesures peuvent être mises en œuvre avant de venir les rendre publiques. On ne se lance pas dans les déclarations tout à trac. On n'est pas quand même à la cour de l'école. Il y a plusieurs années que nous avons tous quitté les cours d'école.
Voilà ce que j'avais à dire et merci à tous les Gabonais qui nous écoutent et je remercie encore une fois mon frère, le pasteur Ngouambina, d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci à toi, Franck. C'est sur ces remerciements que je m'en vais donner la parole au prophète Béni Ngouambina, notre invité de ce soir, à qui je réitère nos remerciements, les remerciements des internautes, des Gabonais et des Gabonaises qui sont connectés. Donc, prophète Béni Ngouambina, vous avez la parole pour le mot de la fin, pour clore cette émission et pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais que la liberté de culte dans un pays ne devrait pas se négocier. Et que c'est à des moments pareils, comme l'a dit Franck, que le chef doit intervenir, il doit agir, il doit se faire entendre, il doit aller à la rencontre des acteurs de la société. Donc, prophète, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci. J'aimerais dire pour Franck Jimbi qui vient de parler de Pâques au Père Noël. J'ai déjà dit à mes enfants que cette année, il n'y aura pas de jouets parce que Père Noël est déjà mort du coronavirus. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, je viens à ceux compatriotes qui ont parlé de la peur. Il y a un qui a dit, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Ça, c'est nos débats. Dieu peut nous punir aussi sur un plan où nous avons mal géré notre pays. Maintenant, ce qui concerne la peur, vous voyez, la peur vous interdit même de penser. Regardez, nous sommes partis d'une crise sanitaire à une crise satanitaire. Et je le dis pourquoi? Parce que on injecte la peur. Regardez, quand on dit de célébrer un culte en 1 heure de temps, en fait, vous devez le faire sous pression et non plus de manière concentrée. Or, le culte, on a un culte à Dieu, c'est une concentration. Parce que là, on a affaire au spirituel. Nous sommes des mystiques. Lorsque nous sommes en présence de l'Esprit de Dieu, nous sommes dans le mysticisme. Ça veut dire que nous ne sommes pas là en train de blaguer, qu'il y a un policier qui est à la porte, qui est en train de surveiller, n'est-ce pas? Si vous avez fait les 45 minutes ou pas, il n'y a pas de concentration. Donc, on ne peut pas dire là qu'il y a vraiment ouverture des lieux de culte. C'est juste un saupoudrage. Regardez, ce matin, il y a des policiers qui sont entrés dans mon église. Vous voyez? Un vendredi, est-ce que les églises sont ouvertes vendredi? Sans compter que le 25, ils sont aussi entrés dans mon église, mais à minuit 30. Est-ce que minuit 30, c'est 1 heure de culte? Vous voyez que on dirait qu'il y a un autre calendrier inavoué de ce gouvernement dirigé par Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire pour traquer on ne sait qui. Aujourd'hui même, j'ai reçu la visite des policiers qui ont fait intrusion dans mon église. Et comme ceux qui étaient là se sont fâchés, ils étaient obligés de dire, bon, en tout cas, on voulait voir si vous tenez culte. Bon, nous sommes vendredi. Il y a quel culte à l'église vendredi? Voyez-vous? Et après, il dit, bon, en tout cas, c'est pour dimanche. Mais quelle église va ouvrir? Parce qu'une mosquée qui a une capacité de 1000 personnes, même avec les distanciations sociales, elle peut avoir la capacité de 400 personnes. Mais vous dites de recevoir que 30 personnes. Alors que lors de la commission qui avait eu lieu, la commission tripartite, il était question qu'on occupe l'espace disponible dans le respect des mesures barrières. C'est simplement ça. Il n'était pas question de 30 et vous savez, les églises ont dépensé de l'argent. Et ça coûte cher. Ça rimait aux normes de distanciation physique et tout le protocole, ça coûte cher. Et tous ces produits-là, ça a un coût. Et en ces temps de crise, je ne vous dis pas ce que cela fait. Alors, regardez que je reprends l'exemple de l'amphi à l'université, où il y a des milliers d'élèves entassés, où ils passent plus de 2 heures de temps à suivre un culte, mais ceux qui sont même à 30 dans un espace aussi bas, on dit 45 minutes. Ouais, c'est une injustice. Nous dénonçons cela avec toute l'énergie nécessaire. En tant qu'homme de Dieu, nous disons non. Nous disons non à cela. Il y a un protocole qui avait été retenu par la commission tripartite, parce que c'est ça le mal que nous avons dans cette administration.
C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever bon matin pour changer, selon qui s'est réveillé le matin, peut-être qu'il n'a pas pris le petit déjeuner, on ne sait pas, mais se réveiller comme ça et changer. On est parti de l'occupation de l'espace disponible, maintenant on impose 30 personnes. Mais ces élèves-là, ces étudiants qui sont entassés à l'amphi, à 3200 étudiants à l'amphi de Troyes, sans mesure barrière, il y en a même qui sont assis à même le sol, parce que les bancs sont saturés. Ceux-là partiront de là. C'est à l'église qu'ils doivent venir respecter les mesures barrières. C'est à l'église. Alors qu'à l'amphi, ce n'est pas respecté. Au marché, ce n'est pas respecté. Dans les supermarchés, ce n'est pas respecté. Dans les salles de classe même des lycées, ce n'est pas respecté. Voilà le lycée français qui est. Mais allez-y voir ce qui se passe là-bas, c'est pas s'ils respectent ça. Voyez-vous? C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoisme dans ce système de gouvernement d'Alice. C'est compliqué. On se rend compte que l'Église est traquée. L'Église est traquée. C'est des règlements de compte, on ne sait pour quel sujet. Alors, cette question de peur, c'est effectivement la peur qui fait qu'il y a des divisions aujourd'hui dans les familles. Je prends le cas de certains d'entre vous que je connais depuis des décennies, depuis que j'étais tout petit, qui m'ont vu grandir, comme l'honorable Zima, qui m'a vu grandir. Vous pensez que je ne dois pas le fréquenter ou bien répondre si je suis invité sur un plateau parce que je dois faire plaisir à qui? Je me fais plaisir à moi et je crains Dieu. J'ai des parents qui sont des PDGistes, qui sont au système actuel. Je ne veux pas les fréquenter parce qu'ils sont au régime, parce que les gens les critiquent, qui gèrent mal. Non. J'ai plein de parents dans le système, des amis. Moi-même, j'ai été député. Je continue à avoir les mêmes relations avec mes collègues qui sont PDGistes ou qui sont opposants. Je reste un citoyen normal. Je ne suis pas là parce que ce matin, je disais à un enfant, bon, je suis invité par appelant Agir, je crois, voilà. Et parce que je vais parler sur l'église. Ah, papa, faut faire attention. Je dis, mais attention de quoi? C'est des diables? C'est des Gabonais? Voyez-vous? Faut faire attention de quoi? De qui? Il y a quel problème? Vivons librement. Vivons librement. Vivons sereinement. Et c'est cette peur-là qui fait mal, qui dérange notre société aujourd'hui. Au point où on piétine l'église. Il ne faut pas qu'on dise, mais si l'église est piétinée comme aujourd'hui, qui va parler à la place de l'homme de Dieu que je suis? Qui? J'utiliserai toutes les tribunes nécessaires, que ce soit officiel ou gouvernemental. Si une tribune m'est donnée pour parler de l'église, mais je parlerai. Je suis libre de le faire. Sans avoir besoin d'avoir une étiquette. De toutes les façons, l'étiquette que j'ai, c'est Jésus. Dans mon église, comme dans toutes les églises, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de majorité. Tout le monde m'appelle papa. Quelqu'un me dit, je suis candidat à l'opposition, je prie pour lui, s'en va. Quelqu'un me dit, je suis candidat à la majorité, je prie pour lui, s'en va. L'église n'a pas le rôle partisan. L'église a un rôle de rassemblement et de stabilisateur de la société. C'est ça le rôle de l'église. Donc nous sommes libres de traiter avec qui on veut, selon qu'on veut que le pays gagne. Donc je vous remercie encore pour cette tribune qui m'a été offerte pour parler de ce qui se passe, de ce mécontentement du corps de Christ. Et je dis encore que le gouvernement doit, encore qu'il est dépassé, mais depuis ce matin, j'appelle à la réaction du chef de l'État parce que le gouvernement est dépassé. Maintenant, il faut que le président prenne des décisions courageuses, des décisions politico-religieuses pour, n'est-ce pas, calmer ou bien retenir ce qui risque d'arriver. Parce que vous n'allez pas me dire que dimanche, dans des églises, beaucoup vont respecter la trentaine. Il y en a qui vont tenir les cultes avec
des milliers de fidèles à l'extérieur. Ils vont mettre les baffles à l'extérieur et ils vont suivre ça depuis la voie publique. Parce que, vous voyez, quand vous dites dans la salle, vous viendrez, vous allez trouver 30 membres dans la salle, mais les baffles seront mis à la disposition de ceux qui passent en route pour suivre l'occulte. Et l'occulte, c'est une concentration où on s'adresse à Dieu. C'est pas quelque chose où on met un policier à la porte qui dit, écoutez, c'est 45 minutes et vous voulez amener les gens à quoi? C'est vous qui êtes en train de pousser les gens à la révolte, ce gouvernement-là. Vous poussez les gens à bout et vous savez comment ça commence, vous savez pas comment ça peut se terminer, où ça peut aller. C'est pour cela que nous appelons encore une fois que le président réagisse et nous attendons effectivement cela avec beaucoup d'attention parce que c'est le seul point qui nous reste en ce moment, l'intervention du président, parce que le gouvernement d'Alice au Pays des Merveilles nous a montré ses limites et nous a montré également son acharnement contre l'Église au point où tout a changé de l'espace disponible à 30 personnes, alors que nous savons bien que la contamination, déjà, il n'y a pas une étude qui prouve que c'est à l'Église que la contamination peut aller vite. Lorsque le ministre de la Santé vient parler de l'exposition, il ne faut pas plus d'une heure à rester exposé en lieu fermé. Même à 30, les lieux fermés, l'Église en France, il y a eu des contaminations, il n'y avait pas encore des mesures barrières. Mais aujourd'hui, il y a les mesures barrières. Et l'Église, aujourd'hui, est l'endroit le mieux indiqué pour recevoir la sensibilisation. Et l'exposition n'est plus exposée dans un amphithéâtre que dans une église aujourd'hui. Parce qu'à l'église, tout a été mis en place pour éviter la contamination. Et moi, j'appelle le Covid, je ne dis pas la Covid, je dis le Covid, parce que c'est une crise satanitaire. Donc, je ne suis pas obligé d'appeler ça comme tout le monde. C'est le coronavirus version vilipendation. Voilà. C'est ça. Donc, je reviens pour dire que nous ne serons pas, comme l'a dit, j'ai apprécié également les prêtres qui ont parlé de la peur, comme je le dis toujours. Nous ne sommes pas assujettis à la peur, nous sommes enfants de Dieu, donc nous ne sommes pas assujettis à la peur. L'enfant de Dieu n'a pas peur de l'homme, l'enfant de Dieu a peur de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est nous qui vous remercions, prophète. Merci pour ce mot de la fin. Et je retiens cet appel à agir que vous avez lancé à Ali Bongo. Il est temps qu'il agisse. Il est temps qu'il sorte des vidéos préenregistrées. Il est temps qu'il parle parce qu'il en va de la cohésion sociale. Je voudrais vous remercier au nom de tout le collectif Appel à Agir, vous qui vous êtes connectés nombreux. Je présente mes excuses à ceux qui ont posé des questions et malheureusement, nous ne pouvons pas lire toutes les questions, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais les échanges peuvent se poursuivre inbox. Tous les membres d'Appel à Agir sont sur Facebook, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc oui, nous pouvons poursuivre les échanges. Et à ceux qui ont dit qu'il manque le contradictoire sur nos lives, tout membre de la majorité serait la bienvenue pour qu'on échange parce que, comme Jean-Gaspard l'a rappelé, notre démarche, elle est citoyenne, elle n'est pas partisane. La constitution gabonaise est écrite en des termes impersonnels. Elle est adressée à tout citoyen et la question de l'absence d'Ali Bongo lors des grandes crises ou lors des événements qui ont secoué notre pays, comme cette crise sanitaire, devrait tous nous interpeller. Donc, merci de vous être connectés nombreux. À nouveau, merci, prophète, pour votre disponibilité. Nous prenons congé de vous et nous vous disons à vendredi prochain autour d'une autre thématique avec un autre invité. Et au revoir, bye bye, bonne soirée, bon week-end chez vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu bénisse le Gabon. Amen.